Welcome back. We are joined by Professor John Mearsheimer. Bienvenue à nouveau. Nous sommes rejoints par le professeur John Mearsheimer pour discuter de la guerre contre l'Iran, qui ne se déroule certainement pas comme prévu. Merci beaucoup d'être revenu parmi nous. Avec plaisir, Glenn. Comme je l'ai dit, la guerre ne se déroule clairement pas comme Trump l'avait espéré, mais elle semble suivre le cours que beaucoup avaient anticipé. En effet, Trump lui-même avait reçu de nombreux avertissements avant de s'engager sur cette voie. Et maintenant, bien sûr, il n'est pas clair quelle direction il devrait prendre. Nous voyons également dans les médias américains que même Israël commence à s'inquiéter. Il ne pense pas que l'Iran va s'effondrer. Il ne pense pas qu'il va se rendre. Alors, si le temps joue en faveur de l'Iran, pourquoi avoir choisi cette voie? Le Wall Street Journal a dit quelque chose de similaire, que les conseillers de Trump aimeraient trouver une sortie rapide de cette guerre. Qu'en pensez-vous? Est-ce la fin de la guerre, ou l'Iran ne le permettra-t-il pas? Eh bien, il est assez clair que la guerre ne se déroule pas bien pour les États-Unis et que le président Trump, je pense, aimerait y mettre fin. Le problème auquel il est confronté, c'est qu'il ne trouve pas de voie de sortie. Je pense que personne n'est capable de raconter une histoire crédible sur la façon dont cette guerre pourrait se terminer. Si nous avions vaincu l'Iran de manière décisive, comme nous avons vaincu de façon décisive l'Allemagne nazie et le Japon impérial pendant la Seconde Guerre mondiale, alors on pourrait dire que la guerre est terminée, que nous sommes les vainqueurs et que nous allons imposer nos conditions aux perdants. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé ici. Ils n'ont remporté aucune victoire décisive, ni même proche de cela. Et d'une manière très importante, les Iraniens ont tout intérêt à poursuivre la guerre, à la transformer en une guerre d'usure prolongée. Et ils ont les moyens de le faire. La question est donc la suivante. Comment le président Trump peut-il amener l'Iran à accepter de mettre fin à cette guerre? Quand on écoute les membres de l'administration en parler, ils s'expriment parfois comme si nous étions les seuls acteurs en jeu, enfin, les Israéliens aussi, mais les Américains et les Israéliens seraient aux commandes. Nous décidons quand la guerre commence, nous décidons quand elle se termine, et nous décidons des conditions que les Iraniens doivent accepter. C'est le genre de vision qu'on trouve à l'intérieur de l'administration. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne le monde réel. Les Iraniens ont leur mot à dire. Et la question est, comment les amener à accepter d'arrêter de se battre? Certains diront peut-être que nous infligeons tellement de punitions aux Iraniens qu'ils finiraient par vouloir abandonner. Pete Hegseth affirme qu'aujourd'hui sera le jour du bombardement le plus intense qu'Israël et les États-Unis leur infligeront. Très bien, supposons qu'ils leur infligent aujourd'hui plus de punitions que durant les 11 jours précédents de la guerre. Cela signifie-t-il que les Iraniens vont lever les bras et abandonner? J'en doute fort. Je pense que l'Iran s'est préparé à accepter des punitions massives de la part des États-Unis et d'Israël. Nous pouvons frapper aussi fort que nous voulons, mais les Iraniens ne vont pas lever les bras. En réalité, ce que les Iraniens vont faire, c'est augmenter la mise de leur côté. À mesure que nous montons l'échelle de l'escalade, ils monteront eux aussi cette échelle. Si vous commencez à détruire des infrastructures critiques à l'intérieur de l'Iran, ils détruiront des infrastructures critiques à l'intérieur des États du Golfe et en Israël. Et ils en ont les moyens. Ils disposent de nombreux missiles balistiques, de nombreux drones, presque tous très précis. Et ils opèrent dans un environnement riche en cibles. Ce n'est pas comme s'il manquait de cibles à frapper. Ils peuvent atteindre des cibles économiques et stratégiques vulnérables et importantes avec une relative facilité. Ils ont donc une main forte à jouer. Quand je dis « ils », je veux dire que les Iraniens ont une main forte à jouer.
et ils n'ont aucun intérêt à régler cette affaire selon les conditions de l'Amérique. Ils ont un intérêt profondément enraciné à s'assurer qu'ils obtiennent quelque chose d'un accord, un allègement des sanctions, des réparations, qui sait. Mais ils vont être intraitables dans les négociations, car plus le temps passe, plus nous serons désespérés de régler cette affaire. Tout cela pour dire que je ne vois pas, à ce stade, quelle pourrait être la porte de sortie pour le président Trump. J'espère me tromper. J'espère qu'il y a quelque chose que je ne vois pas et que la guerre pourra simplement être arrêtée. Mais personne n'a encore su me raconter une histoire plausible sur la manière dont on pourrait y mettre fin prochainement. Je dirais juste un dernier point, Glenn. Je pense que si les effets sur l'économie internationale sont importants, si on a l'impression que nous fonçons droit dans le mur, et c'est possible, alors à ce moment-là, les Américains mettront fin à la guerre. Mais ce ne sera pas une victoire. Nous aurons cédé face aux Iraniens si ce scénario se réalise. Et c'est, comme tu le sais bien, un scénario tout à fait réaliste. Ce que vous décrivez cependant correspond à ce que les États-Unis espéraient ou pensaient que le monde serait. C'est ce que nous appelions autrefois la domination de l'escalade, l'idée qu'on peut décider du rythme de la montée ou de la descente sur l'échelle de l'escalade. Cela paraît raisonnable lorsqu'on occupe une position hégémonique confortable. On peut dominer, on peut dicter quand la guerre commence, qui doit y participer, quelles sont les cibles acceptables et quand y mettre fin. Mais il semble que l'Iran ne puisse pas mettre fin à cette guerre, car s'il acceptait une sorte de cessez-le-feu maintenant, sa principale crainte, semblable à celle des Russes, serait que les États-Unis reviennent simplement quelques mois plus tard. Mais s'il n'y a pas d'accord, si l'on regarde le conflit russe, s'ils ne peuvent pas obtenir un accord qui leur assure la sécurité, ils prendront du territoire pour s'en assurer. Mais du côté iranien, s'ils ne peuvent obtenir aucun accord qui leur garantisse une sécurité suffisante pour éviter que cela ne se reproduise, ils ne chercheront pas à prendre du territoire. On dirait plutôt que chasser les États-Unis de la région en éliminant ces États du Golfe pourrait être une voie possible. J'emploie le mot « raisonnable ». Enfin, ce n'est sans doute pas le bon mot ici. Mais selon vous, quelles seraient les conséquences pour les États du Golfe? À quel point sont-ils vulnérables? Eh bien, les États du Golfe sont remarquablement vulnérables. Je veux dire tout d'abord, ils ne disposent que de quelques sites pétroliers où ils traitent le pétrole brut et le gaz naturel liquéfié, et ainsi de suite. L'infrastructure pétrolière est tout simplement très vulnérable. Ce sont de grandes cibles faciles. Et il ne fait aucun doute que les Iraniens peuvent détruire l'infrastructure pétrolière de tous les États du Golfe avec une relative facilité. Ils disposent des missiles balistiques à courte portée et des drones nécessaires pour le faire. Mais l'autre catégorie de cibles vraiment importante, ce sont les usines de dessalement. Ces pays du Golfe dépendent fortement de l'eau douce provenant de ces installations. J'ai lu l'autre jour qu'il existe une usine de dessalement qui approvisionne Riyad, la capitale de l'Arabie Saoudite. Et si cette usine venait à être mise hors service, on priverait Riyad de 90% de l'eau dont elle dépend. Globalement, il semble que l'Arabie Saoudite obtienne environ 70% de son eau grâce aux usines de dessalement. Pour le Koweït, ce chiffre atteint 90%. Pour Oman, il est de 76%. Autrement dit, ces pays dépendent massivement des usines de dessalement. Et l'eau, on ne peut pas vivre sans eau. Réfléchissez à cela. On a donc un ensemble de cibles très vulnérables, ces usines de dessalement que les Iraniens pourraient facilement détruire. Et puis il y a les sites pétroliers dont j'ai parlé plus tôt,
peu nombreux, faciles à cibler et qu'on peut neutraliser. On peut dévaster ces États. On pourrait prendre Abu Dhabi et simplement le ravager. Les Iraniens disposent donc d'options vraiment sérieuses ici. Et ensuite, si l'on se tourne vers Israël, je ne pense pas que l'Iran puisse faire la même chose à Israël. Mais avec le temps, et à mesure que les Israéliens épuisent leurs intercepteurs défensifs, ces intercepteurs capables d'abattre les missiles balistiques entrants, l'ampleur des dégâts que l'Iran peut infliger à Israël deviendra très importante. On voit déjà des signes que les Iraniens frappent Israël, et ces frappes s'intensifieront avec le temps. C'est pourquoi il est si évident que les Iraniens disposent de véritables options. L'idée selon laquelle nous aurions une domination dans l'escalade et que nous pourrions battre les Iraniens à mesure que nous montons les échelons de cette escalade me semble être un raisonnement fallacieux. Ils disposent d'une certaine manière d'une capacité de destruction assurée. Ils pourraient détruire les États du Golfe, n'est-ce pas? Et cela aurait un effet profond sur l'économie mondiale. Le président Trump et ses conseillers ont sûrement commencé à s'en rendre compte, et c'est, je pense, l'une des raisons pour lesquelles ils cherchent maintenant une voie de sortie. Mais la question est alors, comment trouver cette voie de sortie? Je ne pense pas qu'il y en ait une à ce stade. Je pense qu'ils vont continuer à intensifier en croyant que cette escalade résoudra le problème. Cela me ramène à mon point concernant ce que Pete Hegseth dit aujourd'hui, mardi, comme étant le jour où nous infligerons aux Iraniens la plus grande punition que nous leur ayons infligée jusqu'à présent. D'accord, nous commençons à gravir l'échelle de l'escalade, mais cela me ramène à mon point précédent sur ce que les Iraniens peuvent faire s'ils montent cette échelle de l'escalade avec nous. Le fait est qu'ils pourraient causer d'énormes dégâts aux États du Golfe. Ils ont des options ici et ils peuvent infliger d'importants dommages à l'économie internationale. Donc je pense que gravir l'échelle de l'escalade ne produira pas un résultat satisfaisant pour nous, pour les États-Unis et pour Israël. Étant donné qu'ils sont si vulnérables avec les usines de dessalement, il est un peu étrange que les États-Unis aient choisi d'escalader en attaquant une usine de dessalement en Iran, car désormais, l'Iran peut presque, riposter de la même manière sans être perçu comme l'agresseur principal, ayant en quelque sorte un alibi pour le faire. Mais quelle est l'importance de l'attaque contre ou de la suspension du commerce de l'énergie? Beaucoup de gens soulignent que cela est également lié à l'ensemble du système financier international à travers le pétrodollar. Cela semble être l'un des domaines qui inquiète l'administration Trump. Encore une fois, ils font remarquer que si l'Iran tente de bloquer le détroit d'Ormuz, alors, selon le tweet de Trump, ils frapperont l'Iran 20 fois plus fort. Et maintenant, nous entendons Macron dire également que, nous allons venir aider d'une manière défensive pour rouvrir le détroit d'Ormuz. Quelle est l'importance de l'aspect énergétique ici? Quelles en sont les différentes dimensions? Eh bien, la dimension énergétique est d'une importance énorme. 20% du pétrole et du gaz mondiaux proviennent du Golfe Persique. C'est tout simplement crucial. Et tout le monde comprend que si cela se transforme en une guerre prolongée, les conséquences pour l'économie mondiale seront désastreuses. Encore une fois, c'est l'une des principales raisons pour lesquelles le président Trump cherche une porte de sortie. Il aime parler de l'ouverture du détroit d'Ormuz. Tout ce que je peux dire, c'est bonne chance avec ça. Si c'était facile, nous l'aurions déjà fait. Je ne pense pas que nous puissions ouvrir le détroit d'Ormuz. Vous vous souvenez, il n'y a pas si longtemps, le président Trump parlait d'escorter des pétroliers dans le Golfe Persique, et la marine lui a essentiellement dit que ce n'était pas possible.
Ces navires de guerre, des navires de guerre américains, seraient trop vulnérables. Donc je ne pense pas qu'ils puissent ouvrir les détroits. L'autre chose à garder à l'esprit, c'est que s'ils détruisent réellement les infrastructures pétrolières dans les États du Golfe, peu importe que le détroit d'Ormuz soit ouvert ou non, car il n'en sortira de toute façon pas de pétrole. Et s'ils détruisent les usines de dessalement et les installations pétrolières dans les États du Golfe, il n'y aura pratiquement plus d'États du Golfe. Ce que je veux dire, c'est que les Iraniens ont des options ici. Ils peuvent jouer la carte de la fermeté et les conséquences seraient dévastatrices pour les États du Golfe. Et comme je le dis, peu importe que les détroits soient ouverts ou non. Mais je ne pense pas que nous allons ouvrir les détroits de toute façon. Je ne pense pas non plus que nous allons envoyer des navires de guerre dans le golfe Persique. Donc je pense que, d'une manière très importante, les Iraniens tiennent les rênes. Clint, si je peux simplement faire un rappel historique qui renvoie à une question que tu soulevais plus tôt, concernant la domination dans l'escalade, la puissance aérienne et même la décapitation. Si l'on remonte à la période précédant la Première Guerre mondiale, comme nous le savons tous, les guerres avant la Première Guerre mondiale n'avaient pas de dimension aérienne. Les guerres se menaient entre armée et marine. Et c'est pendant la Première Guerre mondiale que nous avons vu pour la première fois des forces aériennes employées par les belligérants en Europe. Puis après la guerre, dans les années 1920 et 1930, avant la Seconde Guerre mondiale, vous avez vu apparaître des forces aériennes indépendantes. Ces forces aériennes se sont alors beaucoup intéressées aux bombardements stratégiques, c'est-à-dire aux bombardements à longue portée. L'idée était, et cela était bien sûr populaire dans les forces aériennes du monde entier et parmi les penseurs militaires, qu'une force aérienne pouvait, à elle seule, gagner une guerre de manière indépendante. En d'autres termes, il ne serait plus nécessaire de remporter la guerre sur terre ou en mer. Il suffirait d'utiliser la force aérienne pour frapper le territoire ennemi, son économie, sa population, ses forces militaires, peu importe, et de mettre ce pays à genoux grâce à la seule puissance aérienne. Et d'une manière très importante, nous avons mis cela à l'épreuve pendant la Seconde Guerre mondiale, et nous avons testé cette théorie à de nombreuses reprises depuis. Aujourd'hui encore, certaines personnes pensent qu'on peut accomplir des choses miraculeuses grâce à la puissance aérienne stratégique, ce qui revient encore une fois à dire grâce à la seule puissance aérienne. Mais en réalité, il existe de véritables limites à ce que l'on peut faire. Il ne fait aucun doute qu'il faut disposer d'une force aérienne puissante lorsqu'on part en guerre. Et il ne fait aucun doute que dans certains cas, les bombardements stratégiques contribuent à remporter une guerre. Mais la puissance aérienne stratégique, à elle seule, ne peut pas gagner une guerre. C'est impossible. Les faits historiques sont sans équivoque à ce sujet. Ainsi, lorsque vous partez en guerre contre un pays comme l'Irak en 2003, vous utilisez bien sûr la puissance aérienne. Tu te souviens du choc et de la stupeur, Glenn? C'était l'armée de l'air américaine qui bombardait l'Irak avant que nous n'envoyions les forces terrestres. Le bombardement stratégique a précédé l'entrée des troupes au sol. Mais le fait est que, pour provoquer un changement de régime et remporter une victoire décisive en Irak, nous avons dû utiliser la puissance terrestre. Nous avons dû envoyer des forces au sol. Nous ne pouvions pas le faire uniquement avec la puissance aérienne. Avançons jusqu'à aujourd'hui. Il s'agit d'une campagne sans troupes au sol. Il n'y a pas de puissance terrestre, et nous parlons de le faire uniquement avec la puissance aérienne. Nous parlons de le faire avec des bombardements stratégiques. C'est de cela qu'il s'agissait dans la stratégie de décapitation au début de la guerre. Et quand les gens parlent maintenant de gravir l'échelle de l'escalade,
quand on entend Pete Hegseth annoncer que nous allons punir l'Iran davantage aujourd'hui que nous ne l'avons fait au cours des 11 derniers jours, ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est que nous allons gagner cette guerre grâce à la puissance aérienne stratégique, uniquement par la puissance aérienne. Nous n'avons pas besoin de forces terrestres. Le bilan historique, encore une fois, est sans équivoque à ce sujet. On ne peut pas gagner des guerres, surtout contre des adversaires redoutables, uniquement avec la puissance aérienne. Cela ne fonctionne tout simplement pas. Nous voilà donc dans un monde où nous n'avons pas de troupes au sol, et le président Trump ne veut pas en déployer. Je veux dire, pas de véritables troupes au sol. Allons-nous conquérir l'Iran de la même manière que nous avons conquis l'Irak? Je ne pense pas. Donc, bien sûr, le résultat final, c'est que nous comptons uniquement sur la puissance aérienne stratégique. Et que va-t-on faire? Nous allons punir l'Iran comme il ne l'a jamais été auparavant. Il n'y a aucun doute là-dessus. Si vous laissez les forces aériennes américaines et israéliennes agir librement contre l'Iran, elles vont en faire énormément. Elles vont infliger une quantité énorme de punitions, une quantité énorme de dégâts à l'Iran. Aucun doute là-dessus. Mais encore une fois, les faits historiques sont clairs. Les pays peuvent encaisser ce genre de châtiment. Regardez ce que nous avons fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Regardez ce que nous avons fait en Corée. Regardez ce que nous avons fait au Vietnam. On peut infliger des punitions massives aux populations civiles et les pays continuent de se battre. Et en ce qui concerne les représailles militaires et les cibles, nous n'allons pas éliminer tous ces missiles balistiques et ces drones. Ils vont continuer à tirer des missiles balistiques et des drones sur Israël, sur les États du Golfe et sur les actifs militaires américains. Donc, les bombardements stratégiques ne vont probablement pas produire de victoire décisive, à moins d'un miracle. Et je ne crois pas au miracle. J'espère me tromper. J'espère que cette guerre prendra fin, mais je ne pense pas que cela arrivera. Et je crois que les faits historiques me donnent raison. Alors, quand Pete Hegseth et le président Trump parlent de domination par l'escalade et de frapper l'Iran plus fort que jamais, n'y croyez pas. Ne croyez pas que cela va fonctionner. Cela n'a pas fonctionné par le passé, et rien ne permet de penser que cela fonctionnera aujourd'hui. Oui, c'est un problème. Comment mettre fin à la guerre une fois qu'elle a commencé? Je crois que c'est Otto von Bismarck qui a fait remarquer qu'il était facile d'attirer l'ours russe hors de sa tanière, mais difficile de le faire rentrer. On peut dire la même chose des Iraniens ici, car ils ne voulaient pas de cette guerre. Mais maintenant qu'elle est là, il serait, je pense, très dangereux pour eux qu'elle se termine selon des conditions qui permettraient à tout cela de se reproduire encore une fois. Donc, sans trop tirer de parallèle avec les Russes, je pense aussi que pour eux, rétablir leur capacité de dissuasion afin de s'assurer que personne ne suive à nouveau cette voie est, je suppose, un objectif essentiel. Mais cette comparaison avec l'Irak, tout de même, je veux dire, même si l'on devait déployer des troupes au sol, l'Iran est presque 4 fois plus grand que l'Irak et compte presque 2 fois plus d'habitants. C'est un pays immense. Je ne sais pas, j'ai trouvé étrange que l'idée d'envoyer quelques troupes kurdes puisse, d'une manière ou d'une autre, le submerger. Je veux dire, comme vous l'avez dit, cela contribuerait sans doute de manière significative à perturber et à détruire des choses. Mais en ce qui concerne un objectif allant au-delà du simple fait de provoquer la mort et le chaos, ce n'est pas clair. Est-ce là la source de l'erreur de calcul alors? Parce que l'idée qu'on puisse changer un régime uniquement avec une force aérienne, il devait bien y avoir un plan. Il semble que ce soit un changement de régime. Et encore une fois, dans ce pays, en Norvège, nous avons eu un dirigeant politique d'un des partis qui est allé sur Facebook ou Twitter
et a écrit que, maintenant le régime iranien était tombé parce qu'ils avaient vu que Khamenei avait été assassiné. Donc voilà, le gouvernement est fini. Je veux dire, est-ce ce genre de raisonnement selon lequel il y a un homme mauvais et que si on tue simplement cet homme mauvais, alors le régime disparaît? C'est très difficile à croire. Ce serait incroyablement stupide si c'était le cas. Le fait que des dirigeants politiques pensent et communiquent de cette manière donne l'impression que personne n'est vraiment aux commandes, je suppose. Makes you think no one's behind the wheel, I guess. Well, a couple points. I think that Eh bien, quelques points. Je pense que la stratégie initiale, et nous en avons déjà parlé dans nos commentaires précédents, était la décapitation. Et ensuite, si la décapitation ne fonctionnait pas, je crois que nous pensions pouvoir les punir d'une manière qui les forcerait à lever les bras et à se rendre. Nous aurions la domination dans l'escalade, et c'est une autre façon de dire que nous pensions pouvoir y parvenir uniquement avec la puissance aérienne. Maintenant, point très important, l'administration a été avertie par des initiés, 2 groupes d'initiés, avant la guerre, que cela avait peu de chances de fonctionner. Vous vous souvenez que le général Keane, qui était le président des chefs d'état-major interarmés et avait été choisi personnellement par le président Trump pour ce poste, souvenez-vous, il l'avait fait sortir de sa retraite. Il n'était qu'un général 3 étoiles. Le président Trump l'a sorti de sa retraite, l'a promu général 4 étoiles et l'a nommé président des chefs d'état-major interarmés. Il était donc, d'une certaine manière très importante, le général de Trump. À son grand mérite, le général Keane a dit au président Trump que nous n'avions pas d'option militaire viable. C'était avant le 28 février. De plus, le Conseil national du renseignement, qui est distinct du général Keane, a mené une étude avant la guerre indiquant qu'il était peu probable d'obtenir un changement de régime et de mettre rapidement fin à cette guerre. Il s'agissait d'une analyse approfondie réalisée par le Conseil national du renseignement, menée par des initiés. Il y avait donc 2 signaux, des voyants orange clignotants, sinon rouges, juste sous les yeux du président, qu'il a simplement ignorés. Et comme je l'ai déjà dit, nous disposons d'une vaste littérature sur les guerres aériennes, les sanctions et le changement de régime, à laquelle tout le monde peut facilement accéder pour comprendre les conclusions essentielles. Ce n'est pas une littérature complexe, dans la mesure où presque tout le monde s'accorde à dire que la seule puissance aérienne ou les bombardements stratégiques ne gagnent pas les guerres, que les sanctions ont de réelles limites et que le changement de régime est d'une difficulté extrême. D'abord, c'est presque impossible sans force terrestre, mais même avec des forces terrestres, tout le processus reste extrêmement ardu. La littérature est sans équivoque à ce sujet. Donc, lorsque vous combinez ce que nous savons des analyses précédentes menées par des universitaires et des experts en politique publique, avec le fait que le général Keane et le Conseil national du renseignement avaient averti le président de ne pas le faire, et que seulement 20% des Américains l'approuvaient, tandis que les autres ne le faisaient pas, il faut y réfléchir. Seuls 20% des Américains étaient enthousiastes à propos de cette guerre. Les 80% restants y étaient soit opposés, soit incertains. Partir en guerre, vous savez, dans de telles circonstances, est assez remarquable. Et on se demande simplement, à quoi Trump pensait-il? Comment a-t-il pu faire cela? Et quand on regarde où nous en sommes aujourd'hui, compte tenu de tout ce que je viens de dire, il n'est guère surprenant que nous soyons dans un véritable chaos, sans issue apparente. Ce n'est tout simplement pas surprenant. Ce qui se passe maintenant est conforme aux faits historiques. Et pour ajouter une autre dimension à cela, revenons à la guerre de 12 jours de juin dernier. La guerre de 12 jours entre Israël et les États-Unis d'un côté et l'Iran de l'autre. Ce sont les Israéliens et les Américains, et non les Iraniens,
qui ont voulu mettre fin à cette guerre après 12 jours. La décapitation n'a pas fonctionné dans cette guerre. Nous n'avions pas la domination de l'escalade dans cette guerre. Je veux dire, de quelles autres preuves aviez-vous besoin avant le 28 février pour comprendre que c'était une mauvaise idée? Mais malgré tout, Trump s'est lancé avec Netanyahou, qui bien sûr le poussait et lui promettait une victoire rapide. Et nous en sommes là. Tu vois, c'est un excellent point. Cela rend la situation encore plus extraordinaire. Le fait que nous ayons déjà eu cette guerre en juin pendant 12 jours et que c'était les mêmes problèmes. Je veux dire, la pénurie d'armes, c'était un enjeu clé. C'est pour ça qu'ils ont dû y mettre fin. Et bien sûr, comme c'était uniquement avec Israël, l'Iran était plus disposé à y mettre un terme. Mais alors, est-ce que ça te surprend que les États-Unis ne se soient pas mieux préparés pour cette guerre, qu'ils n'aient pas eu plus d'armes? Parce que j'ai entendu dire qu'ils ne s'étaient préparés que pour quelques semaines au maximum. Ou bien, est-ce qu'ils partaient simplement du principe que si ça ne marchait pas, ils pourraient encore tout arrêter après 12 jours, comme la dernière fois? Eh bien, vous partez du principe que le président Trump est un penseur rationnel et respectueux du droit, n'est-ce pas? Vous supposez qu'il fait l'analyse minutieuse que vous ou moi ferions si nous devions engager nos pays dans une guerre. Mais ce n'est tout simplement pas ainsi qu'il fonctionne. Et il est clair, à l'écouter parler, qu'il a dans la tête toutes sortes d'images qui n'ont aucun rapport avec la réalité. Il dit sans cesse des choses qui sont tout simplement fausses. Et s'il y croit, on comprend pourquoi il agit de manière insensée. Il a récemment affirmé, tout d'abord, que l'Iran possède des armes qui ne sont pas du tout précises, que ce sont toutes des armes imprécises. Rien n'est plus éloigné de la vérité. Il dispose de missiles balistiques et de drones très précis. Pas tous les missiles balistiques, bien sûr, mais beaucoup d'entre eux, et presque tous les drones. Mais dire qu'ils ont un stock d'armes toutes imprécises est une chose insensée à affirmer. Et ensuite, en plus, il a fait le commentaire extravagant selon lequel l'Iran posséderait des missiles Tomahawk. Il est impossible que l'Iran ait des missiles Tomahawk. Comment a-t-il pu dire cela? Et puis il raconte toutes ces histoires sur la façon dont nous avons anéanti la capacité nucléaire de l'Iran l'année dernière. En gros, effacé du paysage. Mais maintenant, nous découvrons que ce n'était pas vrai. L'uranium enrichi à 60% que l'Iran possédait avant le début de la guerre de 12 jours, avant que les États-Unis ne bombardent ces sites nucléaires iraniens d'une importance cruciale le 22 juin 1965. Eh bien, malgré tout cela, le matériau nucléaire iranien enrichi à 60% est toujours là. Nous ne l'avons pas détruit, mais il a dit que nous l'avions fait. On ne sait donc jamais exactement ce qu'il pense, mais il semble assez clair que beaucoup des images qu'il a en tête ne correspondent pas à la réalité. Et dans ces circonstances, on peut comprendre comment il a pu être embobiné par quelqu'un comme le Premier ministre Netanyahou, au point de croire qu'il pourrait remporter une victoire rapide et décisive. D'ailleurs, s'il y avait bien une personne qui lui disait que tout allait se dérouler de manière quasi magique et que nous allions vivre heureux pour toujours après une victoire militaire éclair contre l'Iran, c'était le Premier ministre Netanyahou. Cela fait longtemps qu'il soutient que le régime iranien est vulnérable et qu'il suffirait de le frapper durement pour qu'il s'effondre. Et apparemment, des dirigeants plus modérés prendraient alors le pouvoir en Iran, prêts à se montrer dociles envers les États-Unis et Israël. Mais nous devions simplement montrer que nous avions le courage, c'est le Premier ministre Netanyahou qui parle, que nous avions le courage de frapper vraiment fort l'Iran, de poursuivre une stratégie de changement de régime. Et Netanyahou, depuis Dieu sait combien de temps,
essayait d'amener les États-Unis à le faire. Il tentait de nous entraîner dans une guerre contre l'Iran en promettant qu'elle mènerait à une grande victoire. Mais tous les présidents avant Trump, y compris le président Biden, ont évité de tomber dans ce piège, car ils comprenaient tous que c'en était un et que nous ne remporterions pas une victoire rapide et décisive. Quoi qu'il en soit, il semble que le Premier ministre Netanyahou ait embobiné le président Trump, l'ait convaincu que nous gagnerions une victoire rapide et décisive. Et nous n'avons pas remporté cette victoire rapide et décisive. Je suppose que c'est là une autre grande ironie. Tout l'argument repose sur l'idée que les Iraniens sont, vous savez, des acteurs irrationnels, alors qu'à présent, on voit ce genre de rhétorique débridée venir de la Maison-Blanche. Au cours des dernières 24 heures, j'ai vu Trump affirmer que les Iraniens avaient dit à Witkoff qu'ils insisteraient pour développer des armes nucléaires quoi qu'il arrive, que l'Iran allait prendre le contrôle de tout le Moyen-Orient si nous n'avions pas attaqué les premiers, et que nous avions peut-être 3 jours avant que les Iraniens n'attaquent les États-Unis. Et encore une fois, avec cette attaque contre l'école de filles, tuant 160 jeunes filles, très jeunes pour certaines, beaucoup d'entre elles âgées de 8 à 10 ans, je suis parti du principe que c'était au moins. Eh bien, je pense que c'est une hypothèse raisonnable, une erreur. Vous savez, personne, espérons-le, ne viserait délibérément et ne tuerait 160 jeunes filles. Mais je ne comprends pas. D'abord, on a affirmé qu'il s'agissait d'un missile iranien, puis on découvre que c'est un Tomahawk. Toute son administration passe alors de bon, l'Iran n'a pas bombardé ni tué ses filles de son propre chef, à suggérer que l'Iran pourrait d'une manière ou d'une autre posséder un Tomahawk. Je veux dire, personne d'autre dans l'administration ne sortirait une déclaration aussi absurde. Il semble simplement que les gouvernements mentent toujours, tous les gouvernements. Mais là, on atteint vraiment un nouveau niveau, au point que la crédibilité, non seulement de Trump, mais aussi des États-Unis, pourrait être en jeu. Et vous savez, c'est un atout immatériel, si l'on peut dire. Mais il reste tout de même très essentiel, à ce qu'il semble. Eh bien, je pense que si l'on regarde à la fois l'Iran et la Russie, que l'on apprécie ou non les régimes de ces deux pays, leurs dirigeants, et ici nous parlons de Poutine pour la Russie, et bien sûr de l'ayatollah Khamenei et maintenant de son fils, toutes les preuves montrent que ces régimes sont rationnels, qu'ils réfléchissent de manière stratégique. Pour faire une transition vers Poutine un instant, Poutine est un penseur stratégique de tout premier ordre. Je ne vois pas comment quelqu'un pourrait ne pas être d'accord avec cela. L'idée qu'il serait une sorte d'imbécile déconnecté de la réalité n'a aucun sens. Vous n'êtes pas obligé d'aimer ce qu'il fait. Vous pouvez penser qu'il a eu tort d'envahir l'Ukraine, je le comprends, mais il raisonne de manière très logique. Je pense qu'il a un esprit stratégique puissant. Et je pense que si vous regardez les Iraniens, si vous écoutez le ministre des Affaires étrangères parler, c'est un individu impressionnant. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'aimer le régime iranien et vous pouvez considérer l'Iran comme un adversaire. Mais je pense qu'il est très important, lorsqu'on est en guerre et qu'on essaye d'évaluer l'autre camp, de le faire de manière rationnelle et légale. Et si l'autre camp est intelligent et astucieux, il faut reconnaître ce fait et en tenir compte lorsque vous élaborez vos plans pour faire face à l'adversaire. Tout ce que je dirais, c'est que les États-Unis, lorsqu'ils traitent avec la Russie, avec la Chine également, et avec l'Iran, ont affaire à des dirigeants dans ces pays qui sont intelligents et qui savent penser de manière stratégique. Mais ensuite, quand on regarde les Européens et les Américains, en particulier le président Trump et le secrétaire à la Défense Pete Hegseth, et qu'on les écoute parler, on se dit que c'est pas évident que ces gens comprennent les bases de la stratégie,
Ce n'est pas évident qu'ils agissent de manière rationnelle et légale. Et parfois, je trouve assez effrayant d'entendre le président Trump parler d'un sujet particulier, car ce qu'il dit est tout simplement faux. Encore une fois, l'idée selon laquelle l'Iran disposerait de missiles Tomahawk, ce n'est tout simplement pas un argument plausible. En plus du fait que ce n'est pas vrai, ce n'est pas crédible. Et il raconte ce genre d'histoire tout le temps. Donc je pense que quand on regarde notre propre camp, le tableau n'est pas très reluisant. Eh bien, vous avez... Non, absolument. Vous avez écrit un livre sur ce sujet intitulé « Why Leaders Lie, The Truth About Lying in International Politics ». Comment expliquez-vous cela, alors, ou pourquoi? Parce que je me souviens que, dans votre livre, l'un des arguments principaux était que l'on trouve souvent davantage de mensonges dans les démocraties libérales. Je me souviens avoir cité cela une fois dans une discussion sur la propagande politique, car nous avons tendance à présenter la propagande comme quelque chose qui ne vient que des États autoritaires. Mais si l'on remonte à Walter Lippmann, Edward Bernays et à tous les premiers chercheurs sur la propagande, ils ont tous souligné que dans une démocratie libérale, la souveraineté est essentiellement transférée au peuple, ce qui crée un besoin accru de gérer les masses. Il y avait donc une plus grande demande de propagande dans ce contexte. Mais nous avons propagandé le concept même de propagande pour qu'il ne désigne plus que ce que font les autres. Avez-vous tiré des conclusions sur les raisons ou la manière dont on en est arrivé là? Parce que, comme je l'ai dit, les récits médiatiques sont incroyables. Ils ne sont crédibles en aucune façon. Excusez-moi, Glenn. Permettez-moi de faire quelques remarques. Tout d'abord, dans le livre que j'ai écrit sur le mensonge, on découvre qu'il n'y a pas beaucoup de mensonges entre États. L'une des raisons, c'est que si l'on ment tout le temps, le mensonge devient un outil inefficace. En d'autres termes, le mensonge ne fonctionne que lorsque l'autre partie soupçonne que vous dites la vérité. Donc, si vous êtes un menteur habituel, mentir ne sert à rien. J'ai été réellement surpris de découvrir en écrivant le livre que beaucoup de mes auditoires refusaient de croire à l'idée que les États ne se mentent pas beaucoup entre eux. Et l'argument que j'ai avancé, c'est qu'on observe davantage de mensonges de la part des dirigeants envers leur propre population que de la part des dirigeants envers d'autres dirigeants. Et cela va à l'encontre de l'intuition. Au début, j'ai eu du mal à l'accepter, mais je viens de t'exposer la logique. Maintenant, comme tu le soulignes, j'ai aussi constaté que, dans les démocraties, les dirigeants ont plus tendance à mentir que dans les autocraties, pour les raisons que tu as exposées. On voit donc de nombreux cas de présidents mentant au public. Et bien sûr, ce livre a été écrit avant le président Trump. Alors comment le président Trump s'inscrit-il dans ce livre? Tout d'abord, le président Trump ne ment pas dans de nombreuses situations parce qu'il croit réellement ce qu'il dit, ce qui est plus effrayant que s'il mentait, n'est-ce pas? Je pense qu'il croit vraiment à beaucoup des affirmations qu'il fait, même si elles n'ont que peu de rapport avec la réalité. Je ne serais pas surpris, par exemple, s'il croit que l'Iran possède des missiles Tomahawk. Il a beaucoup de fausses croyances profondément ancrées dans son esprit. Voilà pour le premier point. Le deuxième point, c'est que je pense vraiment qu'il raconte énormément de mensonges. On pourrait dire qu'il ment presque tout le temps. Il ment sans arrêt. Mais en réalité, ces mensonges sont inefficaces, car tout le monde sait qu'il ment. Il dit simplement ce qu'il pense sur le moment. Comme je l'ai déjà dit, il croit peut-être à certaines de ces choses, et si c'est le cas, alors ce ne sont pas des mensonges. Mais il y a d'autres moments où il dit des choses dont il doit savoir qu'elles sont fausses. Le fait qu'il mente autant fait que le mensonge n'est pas un outil efficace pour lui. Mentir, encore une fois, ne fonctionne que lorsque les gens pensent que vous dites la vérité ou que vous n'allez pas mentir.
you're a truth teller or that you're not going to lie. If you and I have a personal relationship Si toi et moi avons eu une relation personnelle pendant 25 ans, avec un grand nombre d'interactions, toi, Glenn et moi, n'est-ce pas? Et que j'ai toujours été honnête avec toi, alors il m'est facile de te mentir parce que tu me fais confiance et que tu baisses ta garde. Mais si tu as eu affaire à moi pendant 25 ans, que nous sommes amis et que tu sais que je mens tout le temps, alors je ne peux vraiment pas m'en tirer avec un mensonge significatif parce que tu ne me fais tout simplement pas confiance. Tu vois la logique. Donc je pense qu'en ce qui concerne le président Trump, le fait qu'il mente ne change pas grand-chose. Cela ne lui rapporte rien. Et d'ailleurs, comme certaines personnes pensent qu'il croit vraiment ce qu'il dit de temps en temps, on se dit qu'il n'a pas toute sa tête. Eh bien, je suis content que vous ayez un peu orienté la discussion vers la Russie, car cela semble être un élément important maintenant, pour deux raisons. J'imagine que la première serait, comment voyez-vous l'implication de la Russie ici? Les médias ont beaucoup parlé du fait que les Russes fourniraient des renseignements à l'Iran pour frapper des cibles américaines. J'avais un peu supposé que c'était le cas. J'avais aussi supposé que les Chinois faisaient la même chose, puisqu'ils ont bien sûr intérêt à ce que l'Iran ne soit pas vaincu. Et aussi parce que les États-Unis font exactement la même chose en Ukraine. Alors, selon vous, quelle est l'ampleur de l'implication russe et comment pensez-vous que cette guerre influence notre guerre en Ukraine en ce moment? Je pense que pour commencer par la dernière partie de votre question, cette guerre est une excellente nouvelle pour les Russes. Tout d'abord, cela signifie que les États-Unis gaspillent des ressources précieuses dans ce conflit qu'ils auraient autrement pu donner aux Européens ou permettre aux Européens d'acheter pour les fournir aux Ukrainiens. Je pense qu'il ne fait aucun doute que cela nuit aux efforts de l'Ukraine sur le champ de bataille, car nous dépensons d'énormes quantités de munitions dans ce combat. Vous savez, des Patriots, des THAAD, des choses de ce genre sont utilisées. Et d'ailleurs, vous remarquerez que nous transférons des THAAD et des Patriots d'Asie de l'Est vers le Moyen-Orient. Et cela signifie que nous affaiblissons notre capacité de dissuasion face à la Chine. Nous affaiblissons notre politique de confinement vis-à-vis de la Chine. Mais pour revenir aux Russes, les Russes comprennent parfaitement que cela aura des effets néfastes pour les Ukrainiens. De plus, comme vous le savez, les États-Unis ont travaillé d'arrache-pied, et l'Occident également, pour infliger des souffrances à l'économie russe. Cette guerre va avoir l'effet inverse. Si le flux de pétrole et de gaz en provenance du Golfe Persique est fortement réduit, cela signifie que la demande de pétrole et de gaz russe va augmenter. Et nous voyons déjà des signes que les États-Unis sont disposés à permettre à l'Inde d'acheter davantage de pétrole aux Russes, car l'Inde souffre des conséquences de l'interruption dans le Golfe. Sur le plan économique, c'est donc une excellente nouvelle pour la Russie. Et encore une fois, sur le plan du champ de bataille, c'est une excellente nouvelle. Je pense donc que c'est globalement positif pour les Russes, de ce point de vue. En ce qui concerne ce que les Russes font pour aider les Iraniens, comme vous le savez, il est difficile de le déterminer. Il me semble assez clair que les Russes fournissent des renseignements aux Iraniens et que ces renseignements aident les Iraniens à mener la guerre. Cela limite également ce que les Américains et les Israéliens peuvent faire pour se défendre contre les missiles balistiques iraniens. Je pense donc que cela se produit presque certainement. Je ne serais pas surpris qu'à un moment donné, si l'Iran a besoin de pétrole, les Russes lui fournissent du pétrole ou du gaz. Il est difficile de dire avec certitude ce qui se passe là-bas, mais c'est une autre possibilité. Et je ne serais pas surpris qu'ils aient fourni des armes avant la guerre et qu'ils en fournissent pendant la guerre.
Ce qu'ils fourniront exactement en termes de quantité et de qualité, qui peut le dire? Mais je ne serais pas surpris que les Russes, tout comme les Chinois, aident les Iraniens. Ces deux pays ont évidemment un intérêt profondément enraciné à voir l'Iran vaincre les États-Unis et Israël dans cette guerre. Je veux dire, si toi ou moi jouions la carte de la Chine ou celle de la Russie, nous voudrions voir les États-Unis subir une défaite humiliante dans leur affrontement avec l'Iran. Les incitations pour la Russie et la Chine à aider l'Iran sont donc considérables. Il est difficile de dire exactement ce qu'ils font, mais il semble bien qu'ils apportent leur aide, notamment en matière de renseignement. Et cela complique notre problème. Il semble qu'un autre avantage pour les Russes, cependant, serait, je suppose, d'améliorer leur image en Iran. Parce que si l'on prend un peu de recul et qu'on regarde le tableau d'ensemble au fil des siècles, les Iraniens et les Russes se sont livrés à un certain nombre de guerres. Et il y a toutes les raisons du monde pour que les Iraniens se méfient également des Russes. C'est, je pense, une bonne occasion pour les Russes d'être perçus comme des sauveurs plutôt que comme des ennemis ou comme quelqu'un qui les trahirait à l'heure la plus critique. Mais ma dernière question portait vraiment sur l'Europe, car elle a aussi réagi d'une manière assez étrange. L'Union européenne, bien sûr, apporte son plein soutien, du moins sur le plan rhétorique. Je pense que Merz se positionne désormais comme le principal partisan de Trump, prêt à soutenir tout ce que Trump souhaite faire. Les Britanniques sont eux aussi, bien sûr, favorables, mais au départ, ils ne voulaient pas envoyer d'armes. À présent, ils veulent en envoyer, mais Trump ne le souhaite pas, car selon lui, ils ont déjà gagné. Comment comprendre la position européenne à ce sujet? Quelle est, selon vous, la pertinence de la participation française? Comment l'Europe est-elle affectée par cette guerre? Car nous nous sommes coupés, ou comme nous aimons le dire, libérés de l'énergie russe. Et maintenant, les Iraniens sont en train de nous libérer de l'énergie du Moyen-Orient. Il ne semble pas qu'il nous reste grand-chose à recevoir. Je pense que les conséquences économiques pour l'Europe, si cette guerre s'intensifie, et que certains des scénarios que nous avons décrits au début de l'émission se réalisent, seraient catastrophiques. Et je pense que les élites européennes le comprennent. Je crois qu'elles regrettent profondément que cette guerre ait jamais commencé. C'est une guerre qui n'est pas bonne pour l'Europe. Mais comme c'est presque toujours le cas, les Européens font à peu près ce que les Américains veulent qu'ils fassent. Ils flattent les Américains et soutiennent l'effort de guerre américain, tout en échouant à condamner les États-Unis et Israël pour cette guerre d'agression éhontée, pour avoir assassiné le dirigeant d'un pays étranger. Les Européens ne condamnent pas cela, à l'exception des Espagnols. Et c'est exactement ce à quoi on pouvait s'attendre de la part des Européens. Ce qui motive tout cela, comme nous en avons souvent parlé, Glenn, c'est la peur européenne que les États-Unis quittent l'Europe, ou du moins réduisent considérablement leur présence militaire. Les Européens ne veulent pas de cela. Ils veulent maintenir l'OTAN intacte pour que les Américains restent pleinement engagés en Europe. Et les élites européennes pensent que la seule façon d'y parvenir est de lécher les bottes de l'Amérique. Et dans ce cas précis, cela signifie lécher les bottes du président Trump. Donc, comme on pouvait s'y attendre, les Européens suivent le joueur de flûte. La question est, les Européens comptent-ils vraiment pour gagner cette guerre? Et la réponse est non. En fait, peu importe que les Européens s'impliquent ou non. Peut-être qu'ils aideront un peu à la marge, mais cela n'a tout simplement plus d'importance à ce stade. Il n'y a rien que les Européens puissent faire pour modifier fondamentalement l'équilibre des forces entre l'Iran d'un côté et les États-Unis et Israël de l'autre.
Je veux dire, le président Macron parle comme si nous étions en 1799 ou en 1805, à l'époque où la France était sous Napoléon, et de loin l'État le plus puissant d'Europe. C'est l'Europe version Godzilla, et la France pourrait faire X, Y et Z. Cette époque est révolue depuis longtemps. La France dispose de très peu de capacités militaires, et elle a certainement peu de moyens d'influencer les événements au Moyen-Orient. Donc, cela n'a pas vraiment beaucoup d'importance. Cette guerre sera réglée entre les Iraniens d'un côté et les Américains et les Israéliens de l'autre. Et ce qui compte vraiment ici, ce sont les intérêts de ces trois acteurs. Du point de vue de l'Europe, la triste vérité est que ces intérêts vont être largement ignorés, car les Américains ne vont tout simplement pas accorder beaucoup d'attention aux intérêts européens. Nous ne nous soucions pas tant que ça de l'Europe. Le président Trump considère les Européens avec mépris. L'idée qu'il ferait des efforts particuliers pour aider l'Europe n'est pas un argument sérieux. En fait, si les Européens en pâtissent dans le processus, j'imagine que le président Trump pensera que c'est une bonne chose. Il a du mépris pour les élites européennes. L'Europe est donc en réelle difficulté. Tout a commencé avec la guerre en Ukraine, et cette guerre ne fait qu'aggraver une situation déjà mauvaise. Il semble, encore une fois, que j'ai toujours été d'accord avec l'idée que les États-Unis jouent le rôle de pacificateur et que l'Europe aura beaucoup de difficultés à se fragmenter. Non pas tant si cela arrivera, mais quand, une fois que les États-Unis se retireront. Mais il semble que les efforts actuels pour maintenir la présence américaine ne feront qu'accélérer la fragmentation de l'Europe, car on cherche à garder les États-Unis sur place en prolongeant la guerre en Ukraine, ce qui revient à se retourner contre les Slovaques, les Hongrois, en les ignorant tout simplement. Ou encore, maintenant que Meloni était assise à côté de Trump, celui-ci pouvait marteler ses menaces contre l'Espagne, et vous savez, Meloni devait rester là, docile, sans rien dire de critique, parce qu'elle doit montrer sa loyauté envers Trump. Et maintenant, bien sûr, ils sont en train d'aliéner les Espagnols. Il semble donc que les Européens choisissent toujours le pire des deux mondes. C'est tout à fait extraordinaire à observer. Cela n'inspire pas beaucoup d'optimisme. Permets-moi de faire une déclaration radicale, Glenn. Je pense qu'on pourrait soutenir qu'il est dans l'intérêt des Européens, en somme, de suivre le modèle espagnol vis-à-vis des États-Unis, de jouer dur avec les Américains, de dire à Washington qu'ils vont considérablement améliorer leurs relations avec la Chine, qu'ils vont commercer avec la Chine, y compris dans les technologies de pointe. Et si les Américains n'aiment pas cela, eh bien, nous conclurons un accord. Mais en attendant, nous allons changer fondamentalement notre relation avec la Chine. Et de plus, en ce qui concerne le Moyen-Orient, nous allons condamner ce que vous faites dans les termes les plus fermes possibles. Et nous allons même chercher des moyens de vous punir. Nous allons vous condamner pour avoir déclenché une guerre d'agression. Nous allons vous condamner pour avoir collaboré avec les Israéliens et mené un génocide. Nous allons vous condamner pour avoir assassiné l'ayatollah Khomeini en adoptant une stratégie particulièrement dure vis-à-vis des États-Unis. Et étant donné que les États-Unis ont besoin de l'Europe de multiples façons, cela donnera aux Européens un certain levier pour qu'ils puissent protéger leurs propres intérêts. Ce que nous disons ici, c'est qu'en vous inclinant constamment devant les Américains, en léchant les bottes du président Trump, vous vous mettez dans une situation où vos intérêts ne sont pas protégés. Et bien au contraire, vos intérêts en souffrent. Et vous vous attirez de plus en plus d'ennuis au fil des années. C'est ainsi que je le verrais si j'étais européen. Mais encore une fois, c'est un argument radical, et les esprits européens ont été conditionnés à penser que c'est une hérésie,
que les arguments que je formule sont faux. Ils sont tout simplement faux. Nous n'avons pas besoin de les analyser. Nous les rejetons d'emblée. Nous avons toujours appris que la seule façon de traiter avec les États-Unis est d'être aimable et soumis. Cela a peut-être été vrai à un moment donné, mais je ne pense pas que ce soit le cas avec le président Trump. Et je suis surpris qu'il ne s'en soit pas rendu compte. Je pense que le dirigeant espagnol, lui, l'a compris. Le président Trump est un tyran classique. À bien des égards, les États-Unis sont un pays qui agit en tyran et l'ont été depuis longtemps. Mais le président Trump est un tyran typique. La seule façon de traiter avec un tyran, c'est de lui tenir tête. Si vous montrez de la faiblesse, le tyran vous piétinera. Et bien sûr, c'est exactement ce que fait le président Trump avec les Européens. Il les piétine. Il ne prête pas attention à leurs intérêts. Il fait ce qu'il pense être dans l'intérêt de l'Amérique. Et si cela nuit aux Européens, tant pis pour eux. C'est son approche. On pourrait penser que les Européens l'auraient compris depuis le temps et qu'ils auraient modifié leur politique envers les États-Unis de manière fondamentale. Mais apparemment, ce n'est pas le cas. Non, je voudrais simplement dire que je ne pense pas que ce soit radical du tout. Je souligne toujours que le partenaire le plus important pour l'Europe devrait être les États-Unis. Mais si l'on veut préserver cette relation, alors vous savez, l'Europe devrait faire exactement le contraire de ce que son instinct lui dicte. C'est-à-dire ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ce qu'il faut faire, c'est diversifier. Travailler avec les Russes, les Chinois, les Indiens et d'autres encore. Parce que si l'on a cette interdépendance asymétrique, où toutes les relations de l'Europe dépendent des États-Unis, mais que l'Europe n'est pas vraiment si importante pour les États-Unis, alors avec cette asymétrie, les États-Unis peuvent marcher sur l'Europe et la relation n'est plus viable. Donc, si l'on veut sauver la relation, il faut un équilibre de dépendance, diversifié également. C'est en somme la logique des Russes. Pour eux, la relation avec la Chine est la plus importante qu'ils aient. Mais ils se rendent aussi compte qu'il existe une asymétrie, qu'ils deviendraient bien trop dépendants de la Chine par rapport à la dépendance de la Chine envers la Russie. Ils reconnaissent donc que s'ils veulent que la relation avec la Chine fonctionne, ils doivent eux aussi se diversifier. Il faut également composer avec les Indiens et d'autres acteurs. Mais je pense que l'état d'esprit en Europe, c'est simplement « l'Amérique est un partenaire libéral et démocratique, alors montrons notre loyauté, coupons nos liens avec les Russes, coupons nos liens avec les Chinois, menaçons peut-être un peu les Indiens, et ensuite les Américains nous récompenseront pour notre loyauté. » Et vous savez, s'asseoir devant son bureau, l'appeler « papa » et tout ira bien, d'une manière ou d'une autre. C'est très étrange. Je ne comprends pas d'où vient cette façon de penser. En ce qui concerne l'Inde, j'y ai donné plusieurs conférences récemment et je me trouvais justement à Mumbai. Mon conseil aux Indiens, et je déteste le dire en tant qu'Américain, est que si j'étais Indien, je ne me rapprocherais pas trop des États-Unis. Comme j'aime le dire, les États-Unis sont un éléphant sauvage, et si l'Inde s'en approche trop, elle en paiera le prix. Elle l'a découvert l'an dernier, lorsque le président Trump a imposé des droits de douane de 50% à l'Inde. Et je pense que cette logique de base qui s'applique à l'Inde s'applique également aux Européens. Il ne faut tout simplement pas se rapprocher trop des États-Unis, car lorsque vous le faites, vous leur donnez tout le levier, et les États-Unis utiliseront ce levier. C'est certainement vrai pour le président Trump. Vous voulez donc donner aux États-Unis le moins de levier possible sur vous, et vous voulez maximiser le levier que vous avez sur les États-Unis. C'est là mon point à propos du commerce avec la Chine. Les États-Unis ont un intérêt direct à s'assurer que les États européens ne commercent pas des technologies sophistiquées avec les Chinois.
D'accord, mais cela me dit que les Européens ont donc un levier. Ils peuvent menacer de commercer des technologies sophistiquées avec les Chinois. Les Américains ne voudront pas cela, et les Européens peuvent obtenir une contrepartie des Américains s'ils coupent le flux de technologies de pointe vers la Chine. Eh bien, merci beaucoup, John, d'avoir pris le temps. Comme toujours, j'apprends beaucoup en t'écoutant. Alors merci, et j'espère que tu reviendras bientôt. Merci de m'avoir invité, Glenn. J'ai apprécié la conversation. J'aurais juste aimé que le sujet ne soit pas aussi déprimant.